qui vient de s'asseoir juste à côté de moi aussi. C'est une autre personne qui vit dans ce monde-là du combat et du monde debout. C'est Mme Marie-Ève Maillé, qui est une avocate aussi, qui est médiatrice accréditée par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec depuis 2017. Depuis plus de 18 ans, elle a développé une expertise en évaluation des impacts sociaux et en évaluation de l'acceptabilité sociale des grands projets de développement. Elle fait notamment partie de l'équipe juridique qui s'occupe de l'action collective contre la fonderie Horn et le gouvernement du Québec en raison des émissions anormales de contaminants de cette installation industrielle au cœur de Rouyn-Noranda en Abitibi. J'ajoute aussi, oui, ben ça c'était la victoire, c'est correct. Juste pour dire aussi qu'elle a écrit des livres, dont il y en a une qui est assez, qui a fait le tour pas mal, qui s'appelle L'acceptabilité sociale, sans oui, c'est non. Je vous présente, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillir Mme Marie-Ève Maillé. Alors, bonsoir. Koué. Dans un premier temps, moi, j'aimerais vraiment présenter une pensée chaleureuse pour la personne qui a fait le gâteau aux graines rouges. Est-ce qu'elle est présente ici? Est-ce qu'elle peut comme nous se montrer? Parce que je l'aime d'amour. Ah! Avec la participation de Fred McKenzie. Donc, toutes mes pensées très affectueuses pour Monsieur McKenzie. Je n'avais pris un morceau pour être sûr d'en avoir un après la conférence, puis finalement, je l'ai mangé en entier pendant la pause. Fait que s'il en reste après la conférence, je vais vraiment prendre un deuxième morceau, j'avertis. OK. Donc, moi, je vais vous parler d'acceptabilité sociale et je vais vous parler, en fait, mon objectif, c'est d'essayer de redonner un peu de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Alors, est-ce que les gens qui sont dans le pourtour peuvent revenir? Ouais, Rodrigue, donne l'exemple, s'il te plaît. Moi, je t'ai écouté tout à l'heure. Alors, donc c'est ça. Mon objectif, c'est de vous permettre de reprendre un peu de pouvoir. Donc, je pense que la notion d'acceptabilité sociale, elle permet également ça. Donc, je vais essayer de vous en convaincre là, pendant ma présentation, qui risque d'être beaucoup plus courte que celle de Rodrigue, finalement. On se connaît beaucoup, Rodrigue et moi, depuis longtemps. Alors, mais je pense que c'est la première fois ce soir qu'on donne une conférence ensemble. Puis, je pense qu'on fait un bon duo. Donc, je vais me présenter brièvement. Terry m'a présenté quand même, a déjà dit les grandes lignes, mais je pense que c'est important de savoir qui vous avez en face de vous. Donc, je suis avocate et consultante à mon compte. Donc, je suis avocate depuis 1 an seulement, mais je n'ai pas 20 ans, comme vous pouvez le constater. C'est ça, donc c'est un retour aux études. J'ai passé au travers de ma crise de la quarantaine en retournant aux études à 40 ans pour devenir avocate. C'est une drôle d'idée. Je ne sais pas si je le conseille à tout le monde, mais bon, toujours est-il que c'est ça que j'ai fait, moi. Et donc, je suis une jeune avocate, mais une vieille madame. Donc, j'ai une expertise que j'amène avec moi dans la profession. J'ai également un titre de médiatrice reconnu par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec et un titre également reconnu par le barreau maintenant. Je suis chargée de cours à l'Université de Sherbrooke où j'enseigne les conflits environnementaux. En fait, j'enseigne l'analyse des conflits environnementaux. Je suis auteur ou autrice, ça dépend des fois. Mais là c'est écrit auteur. Donc, j'ai écrit ces 2 livres-là qui sont là. Donc, effectivement, un ouvrage sur l'acceptabilité sociale, publié en 2017 aux éditions Éco-Société et qui demeure une référence encore aujourd'hui. Je pense que je le dis en toute humilité avec ce qu'on a fait avec mon collègue Pierre Batelier dans ce livre-là est quand même toujours extrêmement pertinent pour tous ceux qui s'intéressent à la question de l'acceptabilité sociale. J'ai également un doctorat en communication de l'Université du Québec à Montréal que j'ai obtenu il y a maintenant de cela beaucoup d'années. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai développé un intérêt vraiment très important pour la question de la division sociale causée dans le contexte de mon projet de thèse par un parc éolien.
projet de parc éolien qui a créé énormément de divisions. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux impacts sociaux des grands projets et à l'acceptabilité sociale des grands projets. Je fais tout de suite un avertissement. Je ne travaille jamais avec les promoteurs des projets, qu'ils soient miniers, forestiers, industriels ou autres, éoliens, évidemment pas. Je travaille toujours avec les groupes citoyens et je travaille toujours avec les gens qui sont défavorisés dans le rapport de pouvoir pour essayer de leur donner plus de pouvoir dans la relation. C'est ça mon objectif, c'est le principe que j'ai décidé d'appliquer qui guide ma pratique et jusqu'à maintenant, ça me sert plutôt bien. Donc, moi-même, je n'ai généralement pas d'opinion sur les projets sur lesquels je travaille. Ce qui m'importe, c'est l'opinion des gens avec qui je travaille. Donc, quand les gens ne veulent pas des projets, c'est pas du tout mon rôle de les faire changer d'idée à ce sujet-là. Donc, ça, c'est important de savoir que c'est donc une posture que moi, j'ai choisie dans la pratique qui est assez peu répandue et qui fait que je me distingue un peu, mais j'y tiens, parce que c'est ce qui me permet de bien m'endormir le soir et d'être en paix avec mes principes et mes valeurs. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer. Je vais tenter de vous présenter une définition de c'est quoi l'acceptabilité sociale, parce que c'est un terme qui est employé largement aujourd'hui. Les médias l'utilisent fréquemment, même nos élus. En fait, même M. Legault a utilisé le terme d'acceptabilité sociale quelques fois. Il a dit que ça en prendrait pour le tramway de Québec. Là, il était bien convaincu que pour la question d'un projet de tramway, ça prenait de l'acceptabilité sociale. Et je me souviens, quand il avait fait cette déclaration-là, j'avais donné une entrevue à l'émission 24-60 d'Anne-Marie Dussault, puis je le disais, je pense qu'il n'a pas mesuré la portée de ce qu'il vient de dire, parce que si ça prend de l'acceptabilité sociale, il va peut-être trouver qu'il y a plusieurs projets maintenant qui avancent moins bien. Donc, mais de quoi il s'agit quand on parle d'acceptabilité sociale? J'ai ici une définition, dis-je, qui est celle qui est employée également par le gouvernement du Québec. Donc, je la lis tranquillement. C'est le résultat d'un processus par lequel les parties concernées conviennent ensemble des conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet s'intègre harmonieusement à un moment donné dans son milieu d'accueil. Donc, c'est quand même pas si sorcier. Ça reflète l'idée d'un appui populaire à un projet qu'on propose dans un milieu. Mais je veux quand même attirer votre attention sur quelques petites choses qui sont importantes ici, parce qu'elles ont un sens, elles donnent de la profondeur à la définition d'acceptabilité sociale. Tout d'abord, l'idée que c'est un processus. Donc ça implique que l'acceptabilité sociale, c'est pas une photographie qu'on prend à un moment X d'un projet puis qui est bonne pour le reste de la vie du projet, comme si on faisait une radiographie ou une prise de sang. Donc, c'est un processus qui doit s'élaborer dans le temps et qui doit s'échelonner donc sur une longue période pour pouvoir permettre à tout le monde de participer. Donc, derrière la notion de processus, il y a l'idée de participation citoyenne qui est importante. L'autre élément important que je tiens à souligner, c'est les parties concernées. Donc, les gens qui sont concernés par les projets devraient faire partie du processus qui mène à l'acceptabilité sociale. Et donc, ça veut dire les citoyens, ça veut dire les gens sur le terrain, les gens qui vont être voisins des installations qu'on propose, et ça veut dire finalement tous ceux qui vont en subir les impacts directement. À mon avis, ce sont ceux qui sont les plus importants, ceux qui habitent à proximité. Donc ça, c'est la petite nuance que certains font des fois en parlant d'acceptabilité locale, à la différence de l'acceptabilité sociale, parce qu'ils prétendent que localement, ils ont de l'acceptabilité. Donc, mais c'est important aussi de tenir compte de certains joueurs, comme Québec Meilleure Mine. Je donne celui-là en exemple. Mais donc, Québec Meilleure Mine n'est pas toujours impliqué localement parce qu'il y a des antennes plus haut et regroupe les gens, réunit les forces. Donc, mais Québec Meilleure Mine peut avoir une
un input à donner sur un projet qui est pertinent et donc peut également faire partie des parties concernées, mais très souvent, ces groupes-là, les groupes nationaux comme Greenpeace, comme la Fondation David Suzuki ou comme d'autres vont se faire dire « Vous n'êtes pas concernés par les décisions qui se prennent ici, qui vont être prises par les gens de Rouyn-Noranda ou par les gens de cette île. » Donc, c'est important de considérer en fait très largement qui sont les parties concernées et que, dans le fond, il faut se poser la question qui ne doit pas être exclu. Donc, c'est qui ne doit pas être oublié. Puis ici, je me permets d'ajouter que les parties concernées ou les parties prenantes, qui sont deux synonymes, en fait, incluent également les nations autochtones, mais les nations autochtones ont un petit plus supplémentaire parce qu'eux, ils sont en plus détenteurs de droits reconnus par la Constitution. Donc, ils sont des parties prenantes, mais ils ne sont pas des parties prenantes ordinaires. Et ils ont souvent droit, puis c'est ce qui leur est reconnu par nos tribunaux et par la Constitution, ils ont droit à un processus distinct pour la mise en place et le développement des projets. Et donc, ça, c'est important de reconnaître cette distinction-là. Et parfois, ils ne veulent pas participer à l'exercice alloctone, si on veut. Donc, se disent qu'eux, ils vont faire une négociation ou une discussion directement avec le promoteur. Ce à quoi ils ont droit. Donc, ce sont des parties qui sont également concernées, mais qui ont en plus des droits reconnus dans ce contexte-là. Donc, ce sont des parties prenantes spéciales. Ensemble, ces gens-là conviennent des conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet s'intègre harmonieusement. Donc, les conditions minimales, ça ne veut pas dire faire un consensus, faire un compromis d'avance sur si vous le mettez à cet endroit-là, c'est moins pire, ça va. Il s'agit de s'entendre sur qu'est-ce qui est minimalement exigé pour que ce projet-là soit acceptable. Et ça ne veut pas dire mettre déjà plein d'eau dans son vin, parce que qui aime le vin avec de l'eau? Personne! Du vin avec de l'eau, ce n'est pas bon. Donc, c'est ça, il ne faut pas dire que le processus qui mène à l'acceptabilité sociale, c'est un processus qui vise à faire des compromis, puis bon, on donne un peu ici, puis nous, on donne un peu de l'autre bord, puis au final, on se retrouve avec quelque chose à mi-chemin entre les intérêts de tout le monde. Non, c'est pas ça l'acceptabilité sociale, c'est s'entendre sur les conditions minimales. C'est pas du tout la même chose. On prend le problème par l'autre bord, par l'autre bout. Et puis là, j'ai pas souligné le ensemble, mais il s'agit de le faire ensemble, ça c'est important aussi. Un projet qui s'intègre harmonieusement, c'est super important de dire que le projet donc doit s'intégrer dans un contexte précis, dans un environnement précis où il y a déjà d'autres projets sur le territoire, où il y a d'autres rêves, d'autres aspirations, d'autres utilisations qui sont faites du territoire. Donc, il ne faut pas perdre de vue la notion d'harmonie ici, mais qui est très souvent difficile à obtenir avec un géant ou un voisin qui est très, très dérangeant. Et finalement, il faut penser à la notion de milieu d'accueil, qui signifie que le milieu dans lequel on veut implanter un projet, c'est un milieu de vie, un environnement qui existe déjà, qui évolue, qui a des aspirations, qui a des projets. Et je suis allée marcher sur la plage, comment elle s'appelait donc la plage aujourd'hui? Monane. Et puis il y avait une personne dans le groupe avec qui on était qui nous parlait de comment la plage filait sous nos pas. Il était comme ici, vous voyez, c'est plus mouillé. Moi, j'ai jamais marché sur une plage avec ce genre de préoccupation-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que les plages sont vivantes. Les plages ici vous parlent et vous ne voyez pas les plages comme moi, je peux les voir parce que je n'ai pas autant l'occasion que vous de les fréquenter. Et vous ne les voyez certainement pas de la même manière que quelqu'un de SNC Lavalin qui va venir évaluer les impacts. Donc, un milieu d'accueil. Ça n'existe plus, SNC Lavalin, c'est Atkins Réaliste. C'est vrai parce qu'ils ont mis à la porte tous les crosseurs. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ça. Je suis avocate, moi. Non, c'est des blagues. Bon, on ne veut pas
tenter le diable. Donc, je vous parle de ce que vous pouvez faire en amont des projets. Donc, on parle de participation citoyenne dans ce contexte-là. Donc, pour qu'une participation citoyenne soit réussie, ça prend 3 choses, 3 ingrédients fondamentaux. L'accès, la légitimité et l'influence. L'accès, c'est l'accès à l'information. Donc ça, c'est le premier pilier. Vous devez savoir de quoi il s'agit. Et vous devez aussi avoir accès à un micro, à une tribune pour vous faire entendre sur le projet. Donc ça, c'est le premier pilier. Si vous n'avez pas ça, on ne parle pas de participation citoyenne. Ensuite de ça, il faut que votre voix soit reconnue comme étant légitime. Et donc, qu'on ne vous disqualifie pas à l'avance parce que vous êtes trop proche, donc c'est du pas dans ma cour. Ou vous êtes trop émotif, vous, madame, vous pleurez dans un conseil municipal. Donc, votre voix n'est pas légitime. Vous vous énervez, puis vous avez l'air d'être fâché, d'être en colère. C'est pas comme ça. On va se parler rationnellement. Donc, ça aussi, c'est une façon de délégitimer les voix citoyennes en leur disant vous êtes obligés de vous exprimer selon nos règles à nous, qui sont des règles de rationalité, de dialogue, idéalement avec des chiffres. Donc, ça c'est permis. Mais si vous nous arrivez avec autre chose, ça ne fonctionne pas. Puis là, pour les nations autochtones, quand vous nous dites que le caribou est votre oncle, bien sûr que si nos adversaires qui n'aiment pas qu'on pleure dans les conseils municipaux ne reconnaissent aucune légitimité à un discours comme celui-là, malheureusement. Donc, il faut reconnaître et donner de la légitimité au discours des opposants. Et il faut qu'il y ait de l'influence. Ça ne veut pas dire de prendre la décision finale, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il arrive à un moment où la décision est déjà prise. Et où est-ce que la seule chose qui peut influencer, c'est la grosseur ou la forme des pots de fleurs qu'il va avoir devant l'usine. T'sais. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est ça. On veut se prononcer sur l'usine qui va être derrière les pots de fleurs. Donc ça, c'est les 3 ingrédients essentiels. Et s'il en manque, on ne parle pas de participation citoyenne. Quelques mythes tenaces au sujet de l'acceptabilité sociale. Là, j'en ai répertorié juste 4 parce que je voulais qu'on ait du temps pour des questions. Mais donc, il y a une croyance très, très ancrée qui veut que l'acceptabilité sociale, c'est avoir l'appui du conseil municipal. Ça, là, c'est important qu'on déconstruise cette idée-là. Ce n'est pas exact. Il peut y avoir un conseil municipal qui a été élu sur toute autre base que la question d'appui ou de désaccord avec un projet. Et donc, ce n'est pas le conseil municipal qui est propriétaire de l'acceptabilité sociale. Ce ne sont pas les promoteurs, d'ailleurs, non plus. Là, les promoteurs ont parfois tendance à penser qu'ils l'ont trouvé avec les terres rares. Là, ils ont trouvé aussi l'acceptabilité sociale. Là, c'est leur précieux, le ramènent chez eux, puis il ne faut pas qu'on y touche. Non, c'est pas ça. C'est ça. Et l'acceptabilité sociale n'est pas non plus au conseil municipal ou au conseil de bande quand il est question de nations autochtones. Il est à la population concernée. L'acceptabilité sociale, elle est, à la population concernée. Donc, ce n'est pas parce qu'un conseil municipal va prendre position en faveur d'un projet que c'est la fin de la bataille. Donc ça, c'est très important. On essaie le plus possible de convaincre nos conseillers municipaux, nos élus, de comprendre le rôle crucial qu'ils ont à jouer sur le territoire pour défendre le territoire, mais également pour rester à l'affût des préoccupations des citoyens et de continuer à porter les préoccupations des citoyens, même si dans leur cœur, ils sont un peu en faveur du projet puis qu'ils trouvent que c'est peut-être une bonne chose pour le milieu. Mais il faut quand même qu'ils continuent à écouter pourquoi les gens sont en colère, parce que c'est important. Donc, le conseil municipal ne peut pas à lui seul décréter qu'il a été élu et par conséquent qu'il a la légitimité pour prendre une décision par rapport au projet. C'est ça. Et d'ailleurs, les conseils municipaux qui refusent les référendums sous prétexte qu'ils ont été élus, en fait, si on suit ce raisonnement-là, on ne sait pas pourquoi ça existerait des référendums parce que tous les référendums que je connais ont été mis en place par des gens élus. Hein? Donc, il y a comme
Merci de rire, Audrey. Au moins, toi, tu suis. Non. Hey, t'es peut-être pas drôle aussi, c'est des choses qui arrivent. Ah là là. Je tenais à faire ce petit pas de côté sur le rôle du conseil municipal. Ensuite de ça, il y a l'idée qu'un projet ne peut jamais faire l'unanimité. Donc ça, là, si on part avec la prémisse que le projet ne peut pas faire l'unanimité, c'est qu'on accepte d'emblée qu'il y a du monde qui embarqueront pas dans le bateau. C'est comme « Ah, on peut pas plaire à tout le monde ». Fait qu'on n'essaiera même pas. On n'essaiera même pas de plaire à tout le monde parce qu'on sait qu'on pourra pas leur plaire. Mais ça, c'est une erreur, à mon avis. C'est comme l'unanimité dans un contexte comme celui-là, c'est comme la notion d'équité. Je veux dire, on peut mettre des efforts en place pour atteindre plus d'équité entre les gens sans que ce soit parfait, mais que ça tende vers plus d'équité. Donc, il faut toujours tendre vers pas plus d'unanimité, ça n'existe pas, là, mais vers une adhésion plus grande que de se dire d'emblée, on peut laisser du monde de côté parce que de toute façon, on ne pourra jamais les convaincre. Ensuite de ça, il y a l'idée que ce sont toujours les mêmes qui s'opposent et que la majorité silencieuse est de notre bord. Ça, vous l'avez certainement déjà entendu. Et je vais justement m'intéresser un petit peu plus longuement à la notion de silence qui est extrêmement importante. Donc, on voit souvent les gens silencieux comme étant un problème et on les décrit comme étant une majorité. Donc, est-ce que nous sommes réellement en présence d'une majorité? C'est très difficile de savoir en fait ce que pense la majorité des gens quand elle reste silencieuse. C'est justement ça le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle pense. Alors, si on prétend que la majorité silencieuse est de notre bord, ben c'est comme si on nous disait « je me suis tiré aux cartes et elle m'a dit la majorité était de mon bord ». Je veux dire, c'est pas plus de fondement scientifique que ça, là. C'est ça. Et donc, c'est important de réfléchir à la notion de pourquoi les gens ne se prononcent pas. La première raison, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant. Et là, je sais que vous, ici, vous n'êtes pas des gens qui ne sont pas au courant, manifestement, si vous êtes venus ce soir pour qu'on discute de tout ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas au courant et vous seriez étonnés de voir à quel point des projets dont vous entendez beaucoup parler, pour toutes sortes de raisons, il y a des gens autour de vous qui ne le savent même pas. Et donc, ces gens-là, on ne peut pas présumer qu'ils sont en faveur des projets. Ils ne le savent pas. Ils n'ont pas donné leur accord, ils ne se sont pas prononcés. On ne peut pas présumer non plus qu'ils sont contre. Mais on ne sait pas ce qu'ils pensent parce qu'ils ne sont pas au courant. L'autre chose, c'est que leur silence peut être stratégique. Il y a des gens qui attendent de savoir qu'est-ce que d'autres vont dire avant de se prononcer. Donc là, ils sont comme, il y a ça, ce nouveau projet-là, je ne sais pas ce que je pense. C'est bon, c'est pas bon. Je vais attendre de savoir qu'est-ce qu'un tel, qui a de l'influence sur moi habituellement, qui pense comme moi, qui dit des affaires que j'aime bien, je vais attendre de voir qu'est-ce que cette personne-là va dire. Des fois, on va attendre qu'un syndicat se prononce, on va attendre qu'un parti politique se prononce, on va attendre que des gens qui nous influencent, des chroniqueurs dans les journaux même, on va attendre de voir qu'est-ce qu'eux pensent d'un projet pour se dire ça a bien du bon sens, moi aussi je pense comme ça. Donc, le temps qu'ils sont silencieux, c'est des fois un temps où est-ce qu'ils cherchent de l'information, où est-ce qu'ils s'alimentent puis ils nourrissent leurs réflexions. Et donc, pendant ce temps-là, on ne peut pas présumer qu'on sait ce qu'ils pensent, qu'on sait ce qu'ils pensent. Des fois, ils sont silencieux, et ça, c'est extrêmement triste, mais parce qu'ils se sentent impuissants, désillusionnés, fatigués, parce qu'ils disent de toute façon, ça a déjà été décidé en haut de nous. Ils se sont peut-être déjà battus dans le passé, ils ont perdu, là, ils disent, moi, je ne recommence pas une deuxième fois. Et ça, c'est pas la même chose que d'être d'accord avec le projet. Baisser les bras parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est plus capable de se battre. En fait, très souvent, là, nos adversaires, ils attendent ce moment-là. Puis ils attendent que vous baissiez les bras, puis ils attendent de se dire, on va les avoir à l'usure. Des fois, les batailles citoyennes sont très, très longues, vous le savez. Donc ça, c'est extrêmement triste. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de vos militants. Si vous êtes militant vous-même, c'est important de prendre soin de vous, mais de prendre soin des militants et d'être là quand ils vous invitent, viens donc, on fait une manif. C'est important d'être là en soutien, même si vous ne organisez pas la manif, mais que quand vous venez chauffer la place, vous aussi, ça fait une différence pour ceux qui se battent et qui sont en avant.
Des fois, et ça c'est extrêmement triste aussi, les gens ne se sentent pas compétents pour participer. Et je ne sais pas qui parmi vous a l'habitude d'écrire des textes d'opinion comme vous l'avez peut-être fait à l'école secondaire, mais il y a beaucoup de gens qui, une fois sortis de l'école secondaire, n'écriront plus jamais de textes d'opinion. Et là, quand on leur demande de participer à un bureau d'audience publique sur l'environnement, on leur demande de rédiger un mémoire. Bâtard. C'est une grosse commande. C'est une très grosse commande. Il y a plein de gens qui disent « Oui, je ne suis pas capable de faire ça, moi. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'écris là-dedans. » Et donc, ces gens-là, ils ne participent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en faveur des projets. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas assez équipés pour participer au débat public. C'est extrêmement troublant. Et parfois, très souvent, il y a d'autres personnes qui sont perçues dans la communauté comme étant plus compétents. Fait que là, si vous entendez l'argument de « c'est toujours les mêmes », ben oui. Parce que ceux-là sont perçus comme étant compétents, puis ils ont des gens en arrière d'eux autres qui disent « quand lui s'exprime, il dit exactement ce que je veux dire. » Fait que moi, je n'ai pas besoin de le dire. Bon, pas tout à fait comme ça qu'on doit calculer les choses, mais donc, des fois, quand il y a des gens qui sont bien en vue et qui sont très, très présents, c'est parce que, justement, ils sont perçus comme étant compétents par les autres. Et donc, on leur laisse un peu l'espace en avant parce qu'ils le font bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont juste une poignée de chialeux, ça veut dire qu'ils sont extrêmement efficaces dans ce qu'ils font. Et si vous êtes de ceux qui sont plus introvertis, plus silencieux, plus dans l'ombre en arrière, ben soyez là en soutien de ces gens-là qui prennent la parole en votre nom parce que justement, ils sont perçus comme étant souvent seuls de leur gang, alors que ce n'est pas vrai. Et dans plusieurs milieux, s'afficher, c'est risqué. De prendre position, des fois, dans certains milieux, c'est s'opposer à ses collègues de travail. C'est s'opposer à des membres de sa famille. Et ça devient extrêmement difficile parfois. Et il y a des gens qui se retrouvent avec des gens dans leur famille qui sont pour le projet, des gens qui sont contre le projet. Fait que là, ils essaient de naviguer dans l'étroite ligne entre les deux en se prononçant pas. Puis finalement, savez-vous ce qu'ils font? C'est qu'ils arrivent à se mettre à dos tout le monde parce qu'ils n'ont pas pris position. Fait que même ceux qui ne prennent pas position, finalement, se retrouvent à subir la division sociale. Donc, dans ce contexte-là, s'afficher, c'est extrêmement risqué et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne le font pas. Puis c'est correct aussi. Ça fait partie de la game. Et j'ajouterais, puisque j'ai un public qui va le comprendre, que très souvent également, avec les nations autochtones, le silence est culturel. Que pour les nations, être en silence, ça fait partie du processus. Ça fait partie de la réflexion. Et il ne faut pas prendre ce silence-là pour un consentement ou pour une acceptation des projets. Ça fait partie, en fait, de la démarche. Mais ça, ce que je viens de dire, ça nous mène à la polarisation et à la division sociale. Et ça, c'est extrêmement douloureux et ça survient avant les projets, donc avant les impacts sur l'environnement, avant les résidus miniers qu'on a vus avec Rodrigue. La division sociale, elle peut survenir même quand les projets sont abandonnés par la suite. On connaît ici à cette île le projet de Minarno qui a fait ça, qui a divisé les gens, qui a divisé la population et qui n'a jamais vu le jour. Donc, des fois, on peut se demander, tout ça pour ça, puis les compagnies sont reparties, ils ne payent pas une scène pour les pots cassés que vous ramassez peut-être encore, des amitiés qui se sont effritées, des relations qui se sont détériorées en raison de ce projet-là et qui vont peut-être, le genre d'événements qui vont peut-être ressurgir avec des nouveaux projets miniers. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire en amont comme citoyen? La première chose, ça a l'air vraiment banal, mais c'est extrêmement important, c'est de s'informer. Parce que là, je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ne sont pas au courant. C'est vrai, mais des fois, on se demande où est-ce qu'ils habitent quand ils ne savent pas, qu'est-ce qui se passe. Je veux dire,
dans le dossier de la Fonderie Horn, je le dis à la blague, mais on a un de nos représentants devant le tribunal qui est professeur de cégep. Et là, quand il y a eu des audiences, à un moment donné, il a dû s'absenter. Alors, il a expliqué à ses étudiants qu'il ne pouvait pas venir en cours parce qu'il était représentant pour l'action collective contre la Fonderie Horn. Et certains de ses étudiants n'étaient pas au courant. Mais on parle d'étudiants de Rouyn-Noranda qui ne savaient pas. Ah, OK, il y a une action collective contre la Fonderie Horn, ils ne savaient pas. Comme pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, la fonderie? Ils ne savaient pas. C'est ça. Donc, des fois, on peut comme avoir envie de brasser un peu le citoyen, de dire fais ton devoir minimal, de t'informer, puis de savoir ce qui se passe dans ton milieu. L'autre chose qu'on peut faire et qu'on doit faire, c'est de se mobiliser, de s'unir, de s'organiser, de ne pas faire ça tout seul. Se battre contre Goliath tout seul, c'est trop difficile. Vous allez vous épuiser beaucoup trop rapidement. Allez chercher des renforts, allez trouver des alliés, allez trouver des gens sur le terrain qui sont déjà très, très actifs et qui peuvent vous aider et prendre soin de vous également. Puis, entre militants, prenez soin les uns des autres. C'est important. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est vous présenter aux élections municipales. Ce n'est pas à la portée de tous, mais des fois, c'est une possibilité. Moi, je vous donne l'exemple de Grenville-sur-la-Rouge, avec lesquels j'ai travaillé, qui se sont justement opposés à une mine de graphite. Et ils étaient toute une délégation à se présenter aux élections municipales. Moi, j'étais comme, ben oui, par politesse, j'étais comme, ben oui, c'est une bonne idée, hein, c'est ça. Puis là, quand je suis allée voir les résultats des élections, j'étais comme, ben tabarnouche, ils ont tous été élus. Toute la gang! Et je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est la première fois que je voyais ça. J'étais comme, wow, c'est ça. Donc, ça arrive. Des fois, ça arrive. 2 fois de suite, en plus, c'est ça. Ben, la deuxième fois, c'est parce qu'ils avaient fait un bon boulot. Là, mais tu sais, la première fois, j'étais vraiment... J'étais polie dans mon appui à l'idée. Tu sais, je me disais, ah oui, il faut l'essayer au moins, ça laisse des traces. Tu sais, c'est ça. Puis là, boum, ils ont tous été élus. C'est ça, ça leur a un peu monté à la tête. Puis rapidement, ils ont... c'est ça, exactement. Là, il était pris, il était élu. C'est ça. Fait que pas grave. Une fois que vous allez être élu, c'est déjà un bon pas de franchi, puis vous penserez à la suite après. Donc, mais on se présente aux élections municipales, c'est une bonne idée. En plus, sans se présenter au conseil municipal, on peut aux élections municipales, on peut se faire entendre aux conseils municipaux. Ça, c'est extrêmement important. Mais là, d'après ce que je sais, à Sept-Îles, c'est comme un sport national, ça, les conseils municipaux. Puis là, ça joue à TV, puis là, vous aimez ça. Fait que c'est comme votre Super Bowl tous les mois. Fait que bref, j'insisterai pas là-dessus. Vous connaissez la chanson. C'est ça. Vous pouvez exiger et obtenir un référendum dans certains contextes, comme celui de Petite Nation qu'on a dit tout à l'heure. C'est possible, c'est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'il vous faut ici à Sept-Îles, mais donc, mettez-le dans votre besace comme quelque chose dans l'univers des possibles. Et vous pouvez également évaluer l'acceptabilité sociale d'un projet. Vous pouvez faire ça vous-même. Vous pouvez demander à vos élus qu'ils le fassent. Et si vous ne savez pas par où commencer, là maintenant, vous savez qui je suis. Vous pouvez toujours me donner des nouvelles. Mais j'ai aussi mis au point, là c'est écrit petit parce que c'est juste une capture d'écran, sur mon site Internet qui est là, www.notreboîte.ca, j'ai mis au point une grille d'évaluation de l'acceptabilité sociale d'un projet à l'intention des décideurs. Donc, c'est pensé à l'origine pour les élus municipaux, mais les citoyens peuvent aussi faire l'exercice. Puis, je ne sais pas si ça pourrait être fait avec un conseil de bande, par exemple, ou avec une communauté autochtone. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais je pense que ça pourrait marcher aussi, ça pourrait être le fun. Donc, ça, c'est des outils qui existent à votre portée avant les projets. Donc, avant qu'ils obtiennent l'autorisation puis qu'ils voient le jour. Mais donc, après ça, une fois que les projets sont en place, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, c'est le temps de la réparation. Et puis ça, on ne le fait pas beaucoup au Québec, c'est pas beaucoup dans notre culture, mais je pense que des fois, au grand mot, il faut prendre les grands moyens. Et je dirais même... prends pas les moyens, prends les gros. C'est ça que je vous invite à faire, moi, à prendre les gros. C'est ça. Donc, la règle d'or, quand il est question d'impacts sociaux, c'est d'abord de les éviter, ensuite de les réduire quand on ne peut pas les éviter. Si on ne peut pas les éviter, on répare. Et dans un dernier temps, si on n'a pas pu
les réparer, on les compense. On les compense en nature, d'abord, si c'est possible, puis finalement en argent. Mais là, je vais vous inviter à aller penser à la dernière étape, qui est la compensation en argent, parce que des fois, c'est le langage que nos adversaires comprennent. Et on ne fait pas ça pour s'enrichir nous-mêmes, parce que, contrairement aux États-Unis, il n'y a personne qui se met riche ici avec des actions devant les tribunaux, sauf les avocats, bien sûr. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, personne fait de l'argent. Tu sais, aux États-Unis, tu te brûles avec ton café chez McDo, tu te dis, ça y est, je vais être riche. Mais ici, ça ne marche pas comme ça. Donc, fait qu'on ne se met pas riche parce qu'on est voisin d'une mine, mais on peut forcer la mine ou l'industrie à allonger énormément d'argent, à sortir le chéquier pour compenser les nuisances auxquelles ils exposent la population. Et là, on est en train, quand on fait ça, on entre très clairement dans un univers qu'ils comprennent parce qu'on leur parle de dollars. Voilà. Je veux vous parler d'impacts sociaux. Parce que ça, c'est, à mon avis, le filon le plus intéressant devant les tribunaux. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc, les impacts sociaux, j'en ai quelques exemples ici. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais la question de la division sociale, ça, c'est un impact social important. Un afflux de travailleurs extérieurs sur la Côte-Nord, là, je ne vous apprends rien avec ça, là. Ça fait partie de votre réalité depuis toujours. Donc, quand on fait venir des travailleurs de l'extérieur, ce n'est pas sans conséquence à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan économique, mais sur le plan social également. Sur le plan des violences, c'est connu que quand on fait entrer des travailleurs de l'extérieur, en fait, on augmente les violences à plusieurs égards, y compris les violences sexuelles et les violences à l'égard des femmes. Donc, un afflux de travailleurs extérieurs, ce n'est pas que des retombées économiques, ce sont aussi des impacts sociaux. Ça peut venir avec une pénurie de logements et l'augmentation du coût des loyers. Est-ce que je vous apprends quelque chose, cette-île? Ben voilà. Donc, si on fait venir des travailleurs et qu'ils n'ont pas de place pour se loger, ben, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est ça, le coût des loyers augmente. Et après ça, les gens de la place, qui ne travaillent pas dans l'industrie minière avec les très gros salaires qui viennent avec, n'ont pas les moyens de se trouver un logement. Et ça peut aller, dans certains cas très extrêmes qu'on a vus, qui ont été documentés sur la Côte-Nord et en Abitibi, à des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale, de violence familiale et qui ne peuvent pas quitter leur loyer parce qu'ils n'ont pas les moyens de se reloger ailleurs, parce qu'ils n'ont pas. Les femmes ne font jamais les salaires des hommes, à plus forte raison ceux qui travaillent dans l'industrie minière. Donc, elles ont pas accès au même loyer. Des travailleurs de l'extérieur et des familles qui viennent avec eux, ça met une pression sur les services sociaux. Là, j'ai même découvert, j'ai appris il n'y a pas longtemps, que des travailleurs en fly-in, fly-out trouvent que c'est bien plus facile de voir le médecin quand ils sont en fly-in, quand ils sont à destination, plutôt que chez eux, dans la grande ville, où est-ce qu'ils attendent longtemps. Fait qu'ils en profitent quand ils vont. En tout cas, ça dépend toujours des milieux, mais ça, c'est, semble-t-il, une réalité, notamment en Abitibi. Où est-ce que donc les gens, ils vont même plus voir leur propre médecin là d'où ils viennent, mais ils vont voir leur médecin à destination. Donc, des fois, ça peut mettre une pression sur les services sociaux, les services de santé. Ça peut mettre une pression également sur les activités de loisirs. Il n'y a pas de... Là, en plus, je ne parlerai pas d'aréna parce que là, je comprends que ça, c'est un enjeu ici à cette île. C'est ça. Et il y en aura jamais assez, je crois bien. Donc, on pourrait se retrouver aussi avec une pression sur ce genre d'activité-là. Et ça peut venir aussi avec l'émergence de nouveaux acteurs politiques, par exemple. Ça, c'était une série d'exemples. Il y en a plein d'autres, mais c'est une série d'exemples d'impacts sociaux des grands projets de développement. Parce qu'en fait, sont considérés comme des impacts sociaux tous les changements à la façon de vivre des gens, à leur culture, à leur communauté, à leur système politique, à leur environnement, à leur santé et leur bien-être, à leurs droits individuels et leurs droits de propriété, à leurs peurs et à leurs aspirations. Donc, c'est pas mal tout
qui est un impact social. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que des impacts environnementaux, des impacts à l'environnement, c'est aussi un impact social parce que ça vient perturber notre lien avec l'environnement. Donc, ça a un lien pas que sur l'environnement, mais le fait que l'environnement est détruit a un impact sur nous. Même chose pour les impacts sur la santé, qui sont également des impacts sociaux. Donc, ce n'est pas seulement parce que ça peut nous donner le cancer d'habiter à proximité d'une usine, c'est aussi la peur d'être exposé à de la pollution d'une usine qui est un impact sur la santé, sur un impact social. Justement, là, je voudrais terminer en vous donnant des exemples précis de cas qui pourraient peut-être vous inspirer. Et là, je vais vous demander si vous connaissez vos classiques. Est-ce que quelqu'un reconnaît la photo ici? C'est Horn, c'est ça, c'est la fonderie Horn. C'est pas cette île. Bien que des paysages industriels, des fois ça se ressemble, mais bon, les deux cheminées de Rouyn-Noranda sont assez uniques en leur genre. Elles ont même été immortalisées là, dans les musiques de Richard Desjardins. C'est ça. Donc, mais là, ce que j'aime de cette photo-là qui a été publiée par Radio-Canada, c'est la très, très grande proximité entre les maisons et la fonderie Horn, qui est un monstre industriel comme vous les connaissez ici aussi à cette île. Et là, ce que vous voyez, ce qui ressemble à des stationnements ou des terrains vacants entre la voie ferrée et les maisons, c'était d'autres maisons qui étaient encore plus proches. Et là, ils les ont enlevées, celles-là. Et celles qu'on voit, là, ben, ils ont appris aux nouvelles en mars 2023 qu'ils allaient être relocalisés. Et donc, on allait déplacer à peu près 200 adresses de la zone tampon qui sont trop proches de l'industrie qui pollue. Mais là, rassurez-vous, l'autre côté de la rue Carter, c'est safe, safe, safe. Il n'y a pas de souci. Le vent arrête, là, c'est beau. Après ça, c'est très sécuritaire. Donc, on crée une zone tampon, mais là, dans le dossier de la fonderie Horn, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert, grâce aux travaux de la direction de santé publique, celle qui est absente ce soir, pas exactement la même, mais la même idée. Ces directions de santé publique-là, elles sont très souvent prises entre l'arbre et l'écorce. Elles voient les problèmes, elles sont conscientes des problèmes, mais elles ont très peu de moyens pour pouvoir aider les citoyens. Et au-dessus de leur tête, il y a des gens qui prennent des décisions politiques qui les empêchent de faire leur travail, qui est de protéger la santé publique. Alors, ce qui est intéressant dans le dossier de la fonderie Horn, c'est qu'on a la collaboration, puis on a eu l'aide, finalement, à travers le temps, d'une équipe de gens de la santé publique qui a mis ses culottes, qui a dit on va aller vérifier s'il y a réellement des problèmes dans la santé de la population avec les activités de la fonderie Horn. Et ils ont découvert que les enfants ils étaient imprégnés. En fait, c'est qu'ils ont pris des échantillons de leurs ongles et ils ont découvert de l'arsenic dans leurs ongles, ce qui n'est pas normal. On ne devrait pas avoir d'arsenic dans nos ongles. Et l'année suivante, ils ont fait le test aussi avec les adultes, parce que là, au début, une première explication qu'on donnait, c'est que les enfants jouent par terre, donc dans les sols contaminés. Ils ont peut-être tendance justement à toucher plus avec leurs mains. Donc, les humains ne sont probablement pas aussi imprégnés. Mais non, surprise, ils le sont également. Parce que finalement, ce n'est pas dans le sol que ça s'attrape, c'est dans l'air. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant dans la démarche qu'on fait à la fonderie Horn, c'est qu'on ne poursuit pas... On poursuit Glencore, bien évidemment, qui est derrière la fonderie. On poursuit également le gouvernement parce qu'il a été négligent, il a omis d'informer la population comme il faut pendant des années. Mais c'est qu'on ne les poursuit pas parce que les gens sont malades. Parce que ça, là, cette preuve-là, elle est comme pratiquement impossible à faire en sciences. Elle est d'autant plus difficile à faire devant les tribunaux. Là, je ne veux pas dire qu'on ne serait pas capable de la faire. Là. C'est qu'on ne serait peut-être pas capable de la faire de façon satisfaisante pour le tribunal et que
on mettrait énormément d'énergie avec très peu de garanties de résultats. Donc, on va plutôt miser sur le fait que les gens ont un préjudice moral, c'est-à-dire que quand ils ont appris qu'ils avaient été exposés pendant des années à de très, très grandes quantités d'arsenic, de plomb et de cadmium, et que ceci était lié à une incidence de cancer qui était plus élevée, le cancer du poumon à Rouyn-Noranda, bien que finalement, on dit que ça, c'est un préjudice que les gens subissent. C'est un impact social. Si vous suivez depuis tout à l'heure, c'est ça la logique. C'est un impact social, c'est-à-dire c'est un préjudice moral des gens qui, aujourd'hui, maintenant, ont peur d'être malades dans 20 ans parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont été exposés pendant plusieurs années à des quantités vraiment anormales et inconcevables de contaminants très, très dangereux. Donc ça, c'est en cours. Et comme le disait Rodrigue tout à l'heure, l'action collective vient d'être autorisée là, en septembre dernier. Donc, c'est un grand pas de franchi. Bien sûr, il reste tout le procès. Donc, moi, je me suis engagée là-dedans en 2022 en me disant que j'en avais au moins pour 15 ans. Fait que ben, c'est ça tic-tac, hein, ça avance. Voilà. Mais ça, c'est un exemple de communauté qui habite à proximité d'installations industrielles très, très polluantes et qui ont décidé finalement de renverser le rapport de pouvoir. Je vais vous montrer ceci également. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est l'épisode... Je ne sais pas, avez-vous de la poussière rouge comme ça chez vous ici à cette île? Oui! Bon, on va se parler. C'est ça. Donc, ça, c'est à Québec. Et c'est dans le coin en bas à droite, c'est Véronique Lalande, qui est une citoyenne. Je n'oserais pas dire ordinaire parce qu'elle est loin d'être ordinaire, Véronique. Mais donc, c'est une petite madame enceinte, en congé de maternité, qui à un moment donné est revenue à la maison avec les roues de sa poussette toutes rouges et qui a commencé à se poser des questions sur qu'est-ce que c'était cette poussière-là qui subitement était apparue dans le quartier Limoilou à Québec où est-ce qu'elle habitait. Et donc, elle et son équipe ont intenté un recours collectif pour l'épisode de Poussière rouge qui a eu lieu en octobre 2000. Je me souviens plus. 2006, peut-être. Je me souviens plus. Ça fait quand même un certain temps. Et ça, c'était... En fait, ce qu'on a découvert, c'était que c'était du nickel qui avait... on le voit un peu, là, mais même si on ne le voit pas vraiment bien, c'est très difficile de prendre des photos de poussière. C'est pas... c'est très peu photogénique. Et où, Jacques Gélineau, là, c'est ça. Tu me prendras des photos de poussière, là, on s'en reparle. C'est ça. Et donc, on voit en fait que et surprise, c'est Glencore là aussi, hein, parce que c'est la vie. C'est là où il y a de l'argent à faire, il y a aussi de la pollution. Et donc, c'est quand on transborde le minerai de nickel, dans ce cas-ci, des installations en vrac au port de Québec jusque dans les bateaux pour l'exporter par la suite, des fois, ils vendent. Puis là, c'est fâchant. Ça s'en va au vent. T'sais? Et ça s'en va au vent chez les voisins qui se sont retrouvés à subir un épisode de poussière rouge pour lequel ils ont été indemnisés. Ils ont reçu 100 ou 200 $. Il y avait 2 zones. Et donc, ils ont reçu une petite somme. Comme je vous disais, on ne se met pas riche avec une action collective, sauf que pour la compagnie, c'est quand même beaucoup d'argent. Là. Il y a beaucoup de monde à Québec qui ont reçu 100 ou 200 $. Donc, ça c'est un autre beau dossier qui a eu du succès. Par contre, même gang, ils ont déposé un deuxième recours collectif, cette fois-ci pour les poussières habituelles qu'ils reçoivent. Et là, c'est drôle parce que devant la cour, on parle de l'épisode des poussières rouges, puis l'autre des poussières grises, parce qu'il faut distinguer les poussières. Et donc, pour les poussières grises, ça, c'est juste les installations habituelles. On n'est pas capable de les lier au nickel. Et c'était la faiblesse de ce dossier-là devant la cour. En fait, ils n'ont pas réussi à convaincre le tribunal que la poussière venait des opérations de Glencore.
Et en fait, le Glencore a réussi, c'est pas Glencore exactement, ici c'est QSL, Québec Saint-Laurent, Arrimage Saint-Laurent. Et ils ont réussi à convaincre le tribunal que c'était plus vraisemblablement la poussière du ministère des Transports du Québec qui étend des abrasifs sur les routes. Voilà. Puis ça a convaincu le juge, c'est ça. Moi, j'habite Québec maintenant et dès qu'il y a de la poussière chez moi, j'ai la poussière du port. Ça fait partie de mon quotidien maintenant. C'est cela. Et donc, cette action collective-là n'a pas été gagnée, malheureusement. C'est ça. Donc c'est un peu comme si on disait, que ça se peut que vous fassiez de la poussière, mais bon, on n'arrive pas à dire que c'est vous qui avez fait la poussière. Donc, par conséquent, on ne pourra pas condamner la compagnie à payer pour indemniser les gens. Donc, qu'est-ce qui est possible devant les tribunaux si on emprunte cette voie-là une fois que le projet est en place? Bien donc, je viens d'en parler. Une action collective, ça, c'est possible dans certains cas, mais pour ça, si on fait une action collective en responsabilité, ça nous prend une faute, un préjudice et un lien entre les deux. On ne rentrera pas dans les détails, mais des fois, on n'arrive pas à trouver la faute. C'est plate, mais des fois, c'est difficile. Des fois, le préjudice n'est pas clair parce que le tribunal a une tendance à penser que c'est pas si pire de subir des affaires de même. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont jamais exposés eux-mêmes dans leur maison à Sillery et à Westmount, mais ça fait partie de la vie. Mais un trouble de voisinage, c'est une autre belle piste parce que dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle un régime sans faute. Donc, on n'a pas besoin de prouver la faute à partir du moment où le voisinage est anormal. Donc là, on a une petite facilité là, devant les tribunaux si on décide d'emprunter ce chemin-là. Il y a la possibilité aussi de déposer un pourvoi en contrôle judiciaire. Ça, c'est quand une décision est très, très fraîche, qu'elle vient d'être prise et qu'on veut finalement demander aux tribunaux de réviser la décision quand on a l'impression que la décision a été prise de façon incorrecte, sans respecter les règles qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, ils mettent des règles en place, on veut qu'ils les respectent le plus possible. Ça, des fois c'est une autre pogne qu'on peut avoir. Mais pour un pourvoi en contrôle judiciaire, sachez-le, il faut agir très, très rapidement. On a un délai qui doit être raisonnable et qui est généralement considéré comme 30 jours, ce qui n'est pas du tout raisonnable pour les citoyens. Mais c'est l'état des choses présentement. Des fois, on peut demander une injonction aussi quand on a besoin qu'une nuisance cesse rapidement. Donc, ça, c'est une autre option qui est à notre disposition. Donc là, je vous fais un petit portrait très, très général et je vous dis merci. Et j'attends vos questions et vos commentaires.